Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, a procédé à l'ouverture d'un centre d'enrôlement à la couverture maladie universelle dans la ville de Ferkessédougou. Sa capacité de production journalière est estimée à 500 cartes. On en parle dans cette édition. Infrastructure routière, lancement des travaux dans le sud Comoé. Les villes de Bonoua et d'Aboisseau verront leur réseau routier renforcé par le bitumage de plusieurs voies et les populations disent merci au chef de l'État. À 3 km pour Bonoua et 5 pour Aboisseau, des travaux de bitumage lancés par le président du conseil régional, Eugène Akaawele. Sur la situation au Niger, une émission exclusivement onusienne est arrivée à Niamey en milieu d'après-midi hier vendredi avec le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Cette mission a été reçue à la primature par le Premier ministre nommé par la junte, entouré des ministres de la Défense et de l'Intérieur. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Le vice-président de la République, son Excellence Timokom Eliet Kone, est arrivé ce samedi matin à Ferkessédougou pour prendre part à la cérémonie d'hommage et de reconnaissance de ce département au président de la République, Alassane Ouattara, à travers son jeune frère, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, président du conseil régional du Tchologo. Les populations sont sorties massivement tôt le matin donc, pour prendre part à cette cérémonie de remerciement au chef de l'État. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et puis toujours dans la ville de Ferkessédougou, cette ville dispose désormais d'un centre d'enrôlement à la couverture maladie universelle, inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara. Sa capacité de production journalière est estimée à 500 cartes. C'était en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara. Kader Sogodogo. Le processus d'enrôlement et de délivrance de cartes CMU couverture maladie universelle connaît une nouvelle dynamique en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, et ses hommes passent à la vitesse supérieure. De l'enrôlement à la production de la carte, le processus prend moins de 5 minutes. Chaque région du pays sera dotée d'un centre. Après le Haut-Sassandra, à Daloa, le Hambol à Tafiré, c'est le tour de Ferkessédougou et le Tchologo de mettre un centre en service. Le nombre de sites d'enrôlement à la CENAM est passé de 148 à plus de 700 sites fixes d'enrôlement. Et nous visons au moins 1000 sites au plus tard à la fin de la semaine prochaine. L'innovation majeure dans le processus d'enrôlement à la CMU est le dispositif d'enrôlement in situ. Ce nouveau système permet de disposer de sa carte en moins de 10 minutes. Ferkessédougou ne pouvait donc rester en marge de cette innovation de taille d'enrôlement à la CMU. Dans toutes les régions qu'il visite, le ministre Adama Camara arrive les bras chargés de présents pour les personnes vulnérables. Sans fauteuil roulant pour les handicapés physiques et surtout cette volonté ferme d'aider et de soutenir. Des pratiques saluées par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Le président de la République tient à ce que la solidarité soit une réalité dans tous nos actes au quotidien. Et monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous féliciter pour l'ardeur avec laquelle vous gérez la mission qui vous a été confiée dans votre département. Après Ferkessédougou et le Tchologo, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara et son équipe vont mettre le cap sur Azopé dans la région de Lamé. L'esprit ne change pas. Enrôler et rendre la carte CMU disponible en moins de 5 minutes. Reportage de Kader Sogodogo. Les meilleurs producteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire ont été célébrés à la faveur de la 5e édition de la journée du planteur. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de les féliciter pour le travail qu'ils abattent au quotidien. La Côte d'Ivoire, il convient de le souligner, est le deuxième pays producteur africain d'huile de palme brute avec 650 000 tonnes en termes de capacité de production. Sam Conan, notre correspondant permanent dans le Bas-Sassandra. Les producteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire célébrés dans la cité portuaire de San Pedro à l'occasion de la 5e édition de la journée du producteur.
Et le prix du meilleur producteur dénommé l'As de la Palme a été remis par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani au planteur Cladoué Jean-Paul du département de Tabou qui repart avec du matériel agricole. Moi je suis content, je suis des conseils, aujourd'hui je gagne du prix là. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, de rendre un hommage aux 50 000 planteurs de palmiers à huile, surtout aux femmes qui s'intéressent à la filière. Cette cérémonie qui nous réunit nous rappelle l'importance de marquer une pause pour célébrer les efforts fournis par les planteurs, certes, mais aussi les féliciter pour leur action qui contribue directement ou indirectement à l'économie du pays. La Côte d'Ivoire, deuxième pays producteur africain, avec 650 000 tonnes d'huile de palme brute. Également premier pays exportateur d'huile de palme brute en Afrique. Pour maintenir le cap et rendre la filière forte, le premier responsable de l'agriculture fait des propositions. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est allé visiter les stands d'exposition des partenaires privés à l'occasion de cette journée du planteur. Et puis au chapitre défense de cette édition, vous allez le voir en images, 1206 élèves sous-officiers gendarmes de la promotion baptisée adjudant-chef Yé Ignagui-Jean ont prêté serment de servir la Côte d'Ivoire avec dignité et honnêteté. Hier vendredi 18 août 2023, l'école de gendarmerie de Torogué, située à 7 km de la ville d'Aloa, c'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue en présence du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la maréchaussée ivoirienne et des autorités politiques et administrative du chef-lieu de région du Haut-Sassandra. Cette cérémonie a également enregistré le baptême des élèves sous-officiers de la première année. Cette promotion, forte de 1411 élèves gendarmes, dont 91 filles, porte le nom du maréchal des logis, chef Kwaku Akole Mino. Le reportage complet de Frédéric Gorebi et Traoré Zakaria dans nos prochaines éditions. Deuxième titre de ce journal, les villes de Beaunois et d'Aboisseau verront leur réseau routier renforcé par le bitumage de plusieurs voies et les populations disent merci au chef de l'État, Alassane Ouattara. 3 km pour Beaunois et 5 km pour Aboisseau. Des travaux de bitumage lancés par le président du conseil régional, Aka Awele, pour un montant respectif de 2,7 milliards pour Beaunois, 4,7 milliards pour Aboisseau. Unique bailleur de l'État de Côte d'Ivoire, Didier Nguessan. La ville de Beaunois, dans le sud Comoé, va bénéficier de 6 km de bitume dans 6 mois. Les travaux sont lancés par le président du conseil régional, Aka Awele. Sont concernés la principale artère qui part du nouveau marché de Beaunois à l'hôpital général et celle reliant le stade municipal à la gare de taxi Kodjoboué. Nous adressons nos plus vifs remerciements et notre gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'amélioration du cadre de vie des populations actuelles et à venir. Nous souhaitons qu'il continue à poser sur Beaunois, poumon économique du Sud Comoé, un regard particulier. Les travaux vont coûter 2,8 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier en est le maître d'ouvrage et le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, le maître d'œuvre. L'exécution des travaux est confiée à une entreprise ivoirienne. Toujours dans le sud Comoé, la capitale régionale Aboisseau sera dotée d'ici à 9 mois de 5 km de route bitumée. De la préfecture au carrefour Nader, en passant par le bureau de poste, de même que du terminus Sokura à la pharmacie du même nom, autant de voies qui seront revêtues. Nous ne pouvons que féliciter et remercier le président de la République. Le président de la République pour ce regard particulier qu'il accorde à la ville d'Aboisseau. Aboisseau renaît de ses cendres. Il y aura bientôt le bitumage de la route Aboisseau-Crécy. Cette voie va nous donner 5 km supplémentaires à Aboisseau. Vous voyez, nous aurons pratiquement en très peu de temps 10 km de voirie. L'amélioration de la voirie d'Aboisseau va coûter 4,7 milliards de francs CFA. Le président du conseil régional se félicite de ces travaux. Sous le mandat du président Alassane Ouattara, notre région, le chef de région Aboisseau, est pratiquement entré dans le développement. C'est véritablement la renaissance de cette région qui est riche de son histoire. Merci au président Alassane Ouattara. En juillet dernier, le Sud Comoé a lancé le programme de reprofilage de 240 km de route.
Ces travaux, ralentis par la saison des pluies, selon Akaole, vont reprendre incessamment. Et retour sur Abidjan pour parler cette fois de promotion de l'excellence. Les meilleurs acteurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont été primés pour leur contribution au rayonnement de l'institution universitaire. Au nombre de 9, ils ont reçu le super prix Adama Diawara du nom du ministre de l'Enseignement supérieur, décerné au professeur Jean-David Nguessan de la faculté de biochimie. Konaté Moussa. Célébration du mérite à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les meilleurs acteurs de l'institution universitaire sont honorés. Ce sont au total 9 prix, dont le super prix Bélier d'or dénommé prix Adama Diawara, décerné au professeur Jean-David Nguessan de l'UFR Biosciences. Et au-delà de ce prix, en tant que formateur, en tant que professeur à l'université, je souhaite que nos étudiants, qui sont les résultats de la formation que nous donnons, puissent être impactés positivement par ce genre de prix parce qu'ils ont besoin de repères et de modèles. Pour le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, l'instauration de cette journée du mérite vise à promouvoir l'excellence. Pour ces femmes et ces hommes, il importe de leur dédier une journée symbolique pour les magnifier, les louer, les exalter. En un mot comme en mille, leur rendre hommage. Cet hommage se veut une marque de reconnaissance du travail abattu par les acteurs qui se sont distingués de 2020 à 2022. Et même bien avant, dans la mesure où c'est l'ensemble de leur parcours dans l'institution qui est ainsi célébré. Le professeur Hassan Kobeya a exprimé la volonté du ministère de voir cette journée du mérite devenir une institution à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les opérateurs du secteur immobilier apportent leur expertise dans les villes de l'intérieur du pays en matière de construction d'habitations modernes. Plusieurs maisons modernes vont donc bientôt sortir de terre. À Couto et Kolia, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de ce programme immobilier. Charles Tatou. Des habitations modernes partout en Côte d'Ivoire et même dans les plus petites localités du pays. Tel est le rêve du président de la République, Alassane Ouattara, qui, à travers le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, offre des opportunités d'affaires aux hommes du secteur immobilier, dont les expertises sont aussi attendues dans le monde rural. Justement, pour apporter leur contribution à la réponse à ce grand défi, un groupe de jeunes Ivoiriens du domaine d'affaires immobilières se propose de réaliser des cités dans les communes de Couto et de Kolia. Les entreprises étrangères viennent et réalisent. Pourquoi pas les jeunes Ivoiriens? Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés à créer des conditions de vie optimum pour nos populations dans le nord, notamment dans la Bagui. Nous commençons à Couto et Kolia aujourd'hui, mais nous sommes déjà à Jacquesville, nous sommes à Yamsoukro, nous sommes à Boaké, nous sommes à Korogo. Présent en personne à la cérémonie de pose de la première pierre de ce programme immobilier dénommé Les Merveilles de la Bagoué, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme félicite et encourage les initiateurs du projet. Les programmes que vous voyez sont réalisés par des privés, ce n'est pas l'État. Donc notre rôle à nous, c'est d'inciter ces personnes, c'est de les encourager, c'est de les convaincre de l'intérêt qu'elles ont à investir dans tel lieu, dans telle localité, dans telle région. Notre région, malheureusement, a toujours été un peu perçue comme une région pauvre. Bien évidemment, il n'y a pas eu l'attrait que certaines autres régions ont pu connaître. Donc je suis heureux aujourd'hui que cette image la change aussi, de voir un promoteur s'intéresser à ces régions reculées qui ont besoin, autant que les autres, de se moderniser. Dans les deux localités, une cinquantaine de maisons sortiront de terre. Et je vous emmène à présent dans le village de Kalassi, dans la sous-préfecture de Niokoso, dans le département de Koro, région du Bafing, partager la joie des populations de ce village, des populations heureuses de voir leur village connecté au réseau électrique. Elles ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Marc Tchadji. Ambiance festive dans 13 villages de la sous-préfecture de Niokoso à Kalaxi 1, dans le département de Boroto-Koro. La raison,
la mise sous tension électrique de cette localité. Le village de Calaxy 1 goûte ainsi aux délices de la lumière après plusieurs années sans infrastructure, d'après un bilan dressé par la mutuelle de développement de cette bourgade. Une initiative soutenue par Radio Maniluc, sous-préfet de Niokoso Mandougou, avec à ses côtés le député de Borotou Koro. C'est pour l'électrification qui sort donc des ténèbres du noir Nyoko Kalassi. L'électricité, c'est le début du développement. C'est pourquoi nous nous réjouissons chaque fois qu'une de nos localités est raccordée au réseau électrique, car nous savons toutes les opportunités que cela va apporter aux populations, surtout en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le village de Calaxy 1 a aussi bénéficié de l'inauguration d'un hôpital, d'un château d'eau, d'une boulangerie moderne et d'une opération de planting d'arbres. Cette fête de la lumière dans cette localité a pris fin par une cérémonie d'hommage au chef de l'État pour ses actions de développement qui débutent dans la sous-préfecture de Niokoso. Et les élections locales, municipales et régionales pointent à l'horizon. La commission électorale indépendante, la CEI, a convié dans ses locaux les candidats à ces élections à une grande rencontre, occasion pour l'institution de les renseigner sur les procédures électorales, les règles de conduite et les enjeux majeurs liés au scrutin à venir. Sidonie Davila. La campagne serait ouverte du 24 août à minuit 1 au 31 août à 0 heure. Pour l'heure, le décret fixant les dates de la campagne officielle n'est pas encore pris. Tous les candidats qui font la campagne électorale sont passibles de sanctions. Le téléphone est interdit pour les électeurs qui viennent se rendre dans les bureaux de vote pour voter. Des informations données à l'assistance composée des futurs conseillers municipaux et régionaux ce jeudi au cours d'une séance d'information et d'échange. Ces derniers ont également été instruits sur les règles du jeu électoral. Après un exposé détaillé sur le mode opératoire, s'en est suivi un dialogue ouvert entre la CEI et les candidats. Ma préoccupation portait surtout sur l'attitude du personnel même du bureau de vote. Je pars d'ici satisfaite dans l'attente du bon déroulement de la campagne et du vote. Nous avons hautement apprécié cette réunion. Nous avons pris bonne note et ceci va nous permettre donc de faire la formation, non seulement de nos candidats, de nos électeurs, mais également d'organiser la formation des représentants de nos candidats dans les bureaux de vote. Je félicite déjà la CEI pour ces échanges-là qui ont été fructueux. Nous sommes très heureux parce que dorénavant, nous savons à quoi nous en tenir pour éviter sur le terrain les situations de contentieux et surtout nous entendre et pouvoir être le meilleur sur le terrain. Au cours de cette séance d'information, la CEI a tenu à faire cette précision. Je n'ai pas signé le procès verbal, donc il n'est pas valable que non. J'ai signé le procès verbal, donc il est valable que non. Le procès verbal, votre signature sur le procès verbal révèle votre présence dans le bureau de vote. Maintenant, si vous êtes d'accord, vous mettez RAS, à votre place bien sûr, RAS, rien à signaler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mentionnez ce qui justifie votre désaccord. Mais la signature est l'expression de votre présence dans le bureau de vote. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est bon à préciser. Un représentant ici ne peut pas aller dans un autre bureau de vote. Non, non, non. Il est représentant ici, il reste ici. C'est une question d'organisation et de bonne administration. Le délégué, lui, il est un peu comme le superviseur du candidat. Il peut aller d'un lieu de vote à un lieu de vote, étant entendu que le lieu de vote comprend plusieurs bureaux de vote. Il lui est loisible donc de passer des bureaux de vote en bureaux de vote. Il est bon de préciser que toutes ces personnalités que vous désignez par vos soins soient porteurs d'un mandat. La liste définitive est arrêtée. On dénombre 8 012 424 électeurs, 10 761 lieux de vote, des informations consultables sur le site de la CEI et par SMS. Et toujours dans le cadre de ces élections, en vue d'éviter que la ville de Beaunois revive les tristes événements survenus lors des dernières élections présidentielles, les forces de défense et de sécurité ont lancé le week-end dernier des journées de cohésion sociale à la Cour royale pour une ville de Beaunois sans violence pendant et après ces élections. Reportage de Théodore Zouzou, Bachil Kader et Jean-Marc Djachi.
Cour royale de Beaunois, jeunes femmes, notables et le roi sont sensibilisés à la nécessité d'aller à un climat apaisé avant et après les futures élections locales. Et cela dans le cadre des journées de cohésion sociale initiées par le commissaire Bateau du commissariat de police de ce chef-lieu de sous-préfecture dans le sud Comoé. Le calme, la stabilité et la paix autour des élections. Notre engagement avec la communauté est de faire en sorte que plus jamais une période électorale ne constitue un moment de tension dans la ville. Une occasion pour ces jeunes de s'engager à aller parler de paix dans tous les recoins de la circonscription administrative. La mission qui nous est assignée aujourd'hui, en réalité, c'est une mission à laquelle nous nous sommes nous-mêmes assignés dès l'entame de notre mandat, il y a 2 ans maintenant. Il était question pour nous de vendre l'image de Beaunois la plus reluisante. Et depuis belle lurette, nous travaillons à cela, déjà pour assurer les uns et les autres de ce que nous sommes engagés à ce que cette cohésion sociale retrouvée là soit encore pérenne. Ayant été l'objet de toutes les attentions, il leur appartient de faire leur part en tant que jeunes pour s'apprêter à préserver ce territoire qui doit leur être cédé par les aînés, en ne suivant aucune instruction qui irait dans le sens de la violence, dans le sens des destructions, dans le sens de la rupture de la paix et de la cohésion. Cette activité de sensibilisation confirme la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Les guides religieux réunis au sein de l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire veulent contribuer à maintenir un climat de paix pendant les élections locales, conduit par Cheikh Ousmane Diakité, président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Ils ont eu des échanges avec la commission électorale indépendante au siège de l'institution. C'est ce que nous rapporte Sidonie Davila. Les dignitaires religieux à la commission électorale indépendante. Réunis au sein d'une organisation dénommée l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, ces promoteurs des valeurs morales, chrétiens et musulmans, sont porteurs d'un message à la CEI à l'approche des élections locales. En tant que guide religieux, on peut apporter notre part de façon spirituelle et avec les conseils pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, avec l'aide de Dieu. Nous avons exhorté le président à œuvrer davantage, à continuer d'exercer avec détermination et résilience. Nous voulons que les choses se passent bien et elles se passent toujours bien quand elles se font sous le joug de Dieu. Donc merci encore à cette alliance qui est d'ailleurs l'une des particularités de la Côte d'Ivoire. Cette alliance entre toutes les religions pour entourer le processus électoral. Au terme de cette rencontre, les hommes de Dieu ont reçu à leur tour le code électoral ainsi que la loi qui encadre la commission électorale indépendante pour mieux s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Et dans la commune de Marcory, le candidat Laurent Tchaba, porte-étendard de la bannière RHDP pour les municipales, offre une formation d'initiation en entrepreneuriat à 600 femmes de la commune en vue de faciliter leur autonomisation. Patricia Omoetia. Les 600 bénéficiaires de cette première phase ont été formés à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Le but est de doter les femmes de Marcory d'outils basiques de gestion pour leur permettre de bien gérer leurs activités avec le fonds de 350 millions de francs CFA annoncé par le candidat du RHDP pour leur autonomisation et bien-être familial. La formation était portée sur le e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne. Et puis comment gérer son budget, comment gérer son activité en gros pour ne pas faire faillite. Même quand on a beaucoup d'argent, c'est possible en tant que commerçant de faire faillite. Mais cette formation nous a permis d'apprendre et de savoir gérer notre business. J'ai pris plaisir à la formation qui m'a vraiment fait du bien, qui a apporté un changement. La preuve, j'ai eu mon diplôme. Je faisais du commerce, mais avec la formation, j'ai eu encore beaucoup de connaissances.
Remettant les attestations de formation, Laurent Tchaba a promis faire des femmes de Marcory des personnes puissantes à l'instar des Bamileke du Cameroun. Notre volonté, c'est de pouvoir asseoir quelque chose de solide au niveau de la commune et faire en sorte que les femmes soient prises en compte et que leurs activités puissent être florissantes. Et parce que nous sommes convaincus, nous croyons que si leurs activités sont florissantes, les familles vont être solides à Marcory et la société va se porter mieux. Laurent Tchaba a précisé que les femmes ont été identifiées et organisées en association pour bénéficier de comptes bancaires pour le financement de leurs projets. Nous sommes le samedi 19 août 2023 et ce soir, dès 19h, le Concerto de l'Indépendance ouvre ses portes depuis le stade de la ville de Grand-Bassam. Festivité a décalé suite au décès de l'ex-président Henri Konan Bédié. Hier, au plateau de 20h, Asselfo des Gaou Magiciens était l'invité du journal télévisé pour confirmer la tenue de ce concerto. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention maintenant. Ben oui, c'est toujours dans la même symbolique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a sobrement fêté l'indépendance cette année, dû au décès du président Henri Konan Bédié. Il fallait observer le deuil national que nous avons observé pendant ces 10 jours. Et puis le président Alassane Ouattara, dans sa vision de vouloir décentraliser ou délocaliser la fête nationale, a voulu que ce soit dans le Sud Comoé cette année. Donc il ne fallait pas priver les populations du Sud Comoé de ce grand concert, parce que nous sommes revenus de la France, nous étions en tournée, nous avons interrompu la tournée pour venir donner aussi ce moment de gaieté-là aux populations. Donc nous restons dans le même état d'esprit pour pouvoir donner un concerto inoubliable demain à Bassam. Nous sommes dans la nouveauté parce que l'année dernière, nous avons eu l'occasion de suivre le concerto à Yamoussoukro où nous étions présents et on a compris l'importance qu'avait ce concerto pour les populations de l'intérieur qui, pendant de longues années, ont suivi ce concerto-là de loin. Ça ne se tenait qu'à Abidjan. Et avoir l'idée de déplacer le concerto dans toutes les grandes régions, dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, est quelque chose qui rend cet événement-là inclusif et qui permet aux populations de passer d'agréables moments avec leurs artistes. Donc c'est une célébration nationale et on est toujours fiers de faire partie de cette célébration. Il y a plus d'une dizaine d'artistes prévus et puis c'est un concerto, une fête nationale. Ça s'est fait jusqu'au petit matin. Donc comprenez que toutes les mouvances seront représentées, tous les styles musicaux, du coupé décalé au zouglou, en passant par la variété, le reggae. En tout cas, tout le monde sera présent. Chacun va donner un peu de lui. Voilà, Traoré Salif dit Asselfo des Gaou Magiciens, ambiance garantie jusqu'au petit matin. Les populations du village d'Assomlan dans le département d'Adiaké donnent le coup d'envoi de la 6e édition de la fête de la solidarité du partage, le FESPA. Assis, l'initiative est de la mutuelle développement du village d'Assomlan. L'idée est de renforcer la cohésion sociale entre les populations par la création d'un cadre ludique, d'échange et d'information. Amidi Rassouba, Grace Kando. Le peuple éotilé du village d'Assomlan, à une quinzaine de kilomètres d'Adiaké, annonce les couleurs de sa fête de solidarité et du partage. Journée de rencontre avec les ressortissants de la diaspora pour réfléchir aux actions de développement du village, levée de fonds pour la réalisation de différents projets et séances de consultation et de dépistage gratuits. Ce sont quelques activités qui vont meubler cet événement initié par la mutuelle de développement d'Assomlan. La FESPA a été créée dans le but de renforcer et de rapprocher les fils et les filles du village d'Assomlan et la diaspora, surtout pour jeter les bases du développement du village d'Assomlan. En effet, cette année, il y a eu beaucoup d'innovations, notamment les concours à Oulaba, les crosses, les mini-baritoscoles. Ce festival vient renforcer la cohésion sociale entre les populations tout en faisant la promotion des atouts touristiques de la localité. Nous voulons faire quelque chose de grand, quelque chose de beau pour le village, parce que notre village, même de par sa situation géographique, entouré d'eau, entouré par les mangroves, les îles éotilées à proximité, la proximité de la mer du côté d'Asseni, le village a des atouts. C'est ce que nous voulons exploiter. Je veux qu'il y ait un plus. Parce que l'année dernière, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et cette année, s'ils m'ont choisi, j'ai décidé vraiment de rattraper toutes ces erreurs qui ont été commises de part et d'autre. Ce sont près de 4000 festivaliers qui sont attendus sur les côtes du village d'Assomlan pour vibrer au rythme du FESPA 6.
Et puis, troisième et dernier titre de ce journal sur la situation au Niger. Une mission exclusivement onusienne est arrivée à Niamey en milieu d'après-midi, hier vendredi, avec le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il était accompagné de la coordinatrice résidente du système de l'ONU au Niger. Aucune personnalité de la CEDEAO ou de l'Union africaine n'était avec eux. Et selon nos informations de nos confrères de RFI, la mission a été reçue à la primature par le Premier ministre nommé par la junte, entouré des ministres de la Défense et de l'Intérieur. La mission de l'ONU est encore à Niamey. On apprend qu'elle va poursuivre ses rencontres ce samedi. Et sur la situation concernant le conflit russo-ukrainien, selon des chiffres révélés par la presse américaine, 500 000 militaires auraient été tués ou blessés dans la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. Les pertes sont lourdes des deux côtés. Et selon le New York Times, qui cite de hauts responsables américains, 120 000 soldats russes et 70 000 soldats ukrainiens auraient été tués depuis que Moscou a donc lancé son offensive en Ukraine il y a de cela 18 mois. Ces estimations se basent sur des images satellites, des interceptions de communication, les médias ainsi que des rapports officiels des deux gouvernements. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.